Nous en avons terminé avec les questions. Nous arrivons donc maintenant au crédit de la mission recherche et enseignement supérieur inscrit à l'état B, plus particulièrement l'article 24, recherche et enseignement supérieur. Le gouvernement a un amendement 53. Merci de bien vouloir le présenter, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci madame la présidente. L'objet de cet amendement est d'ouvrir 321 millions d'euros de crédits budgétaires sur le programme 190 de la mission recherche et enseignement supérieur pour regrouper sur cette mission la totalité des financements de l'État en faveur du démantèlement et d'assainissement des installations nucléaires du CEA. Donc cet amendement concerne le financement de ces opérations. Il vise à mettre fin à la pratique actuelle par laquelle le rachat par l'État de titres Areva détenus par le CEA finance une partie de ces opérations. Il s'agit ici d'ouvrir les crédits nécessaires pour que la totalité des dépenses d'assainissement et de démantèlement soit désormais inscrite dans le budget général de l'État. Cette ouverture sera compensée par une annulation à due concurrence des crédits actuellement prévus à cette fin sur le programme 731 du compte d'affectation spéciale des participations financières de l'État, qui sera examiné la semaine prochaine par votre Assemblée. Au global, la mesure est neutre, aussi bien sur les dépenses et le solde budgétaire de l'État. Elle ne modifie pas, cette ouverture, les dépenses liées aux opérations de démantèlement et d'assainissement in fine mises en œuvre par le CEA, mais elle permet surtout que leur financement soit assuré par un canal unique, plus lisible et en garantit la soutenabilité indépendamment de la valeur du titre Areva. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission, s'il vous plaît. La commission des finances a adopté cet amendement, donc avis favorable. Merci, monsieur Hetzel. Vous avez demandé la parole. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Monsieur le ministre, je suis tout de même un peu surpris. Là, nous parlons de 321 millions d'euros et vous procédez par amendement. Alors évidemment, vous êtes dans votre droit, mais je suis un petit peu surpris qu'un sujet ayant trait au démantèlement et plus particulièrement au sein du CEA, ce soit un sujet qui apparaisse comme ça en dernière minute, à moins qu'il n'y ait une certaine impréparation gouvernementale. En tout cas, je suis surpris qu'un sujet comme celui-là, on l'aborde au détour d'un amendement, alors qu'on parle quand même de 321 millions d'euros. J'aimerais savoir ce qui justifie finalement le revirement de la position du gouvernement par rapport au bleu budgétaire. Merci, monsieur Hetzel. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 53 avec avis favorable de la commission. Qui est pour cet amendement? Merci. Qui est contre l'amendement? L'amendement est adopté. Nous arrivons ensuite à un amendement 50 présenté là encore par le gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Merci madame la présidente. L'amendement, donc nous en avons beaucoup parlé, donc cet amendement vise à prévoir une augmentation des crédits du programme 150 formation supérieure et recherche universitaire de 100 millions qui s'ajoutent aux 65 millions d'augmentation qui figurent déjà. Cet amendement gouvernemental résulte de l'engagement du Premier ministre qui a entendu la demande provenant de la communauté universitaire, tout particulièrement celle des étudiants. Cet effort devra permettre aux établissements et permettra aux établissements de faire face aux besoins nouveaux sans dégrader une situation financière par ailleurs saine. Le présent amendement majore donc le programme 150 de 100 millions d'euros. L'impact sur la norme de dépenses de cette dépense supplémentaire sera intégralement compensé par le gouvernement dans la suite de la discussion parlementaire du projet de loi de finances pour 2016. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission? Bien évidemment, c'est un avis favorable. Merci, madame la rapporteure Dion. Vous avez demandé la parole. Oui, donc je voulais juste poser une question à propos de cet amendement qui majore de 100 millions d'euros les crédits du programme 150. Et je voulais, et apparemment c'est pour prendre en compte une démocratie universitaire dynamique, et pourquoi pas. Toutefois, il importe que les établissements privés à but non lucratif
subventionnés et sous contrat avec l'État, comme par exemple les écoles membres de la Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, puissent en bénéficier. Donc je voudrais simplement, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous confirmer que ce sera bien le cas et qu'une partie de ces dotations supplémentaires bénéficie bien également à l'action 04, établissement d'enseignement privé du programme 150. Je vous remercie. Madame Duby-Muller. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Cet amendement et mon explication rejoint celle de ma collègue Sophie Dion. Donc cet amendement majore effectivement de 100 millions d'euros les crédits du programme 150. Les écoles membres des 4 fédérations représentant les établissements supérieurs privés associatifs sont des établissements bénéficiant d'une subvention inscrite à l'action 4 du programme 150. Concrètement, cette subvention a représenté en 2015 762 euros par élève, alors qu'en 2010, elle s'élevait à 1 241 euros. Par conséquent, les subventions de l'État ont diminué depuis 2011, malgré un accroissement du nombre d'élèves accueillis, plus 36% en 4 ans. Ces 56 établissements de l'enseignement supérieur privé associatif ont ainsi accueilli en 2014-2015 plus de 100 000 étudiants, 72 000 si on compte les formations qui font l'objet de la subvention. Ils délivrent 10% des diplômes de niveau master en France et leur taux d'insertion professionnelle est très élevé et peut dépasser les 80% dès l'attribution du diplôme, il faut le souligner. Avec donc l'entrée de 65 000 étudiants en cette rentrée universitaire, les établissements sous contrat constituent une solution qualitative et intéressante financièrement pour l'État, car je le rappelle, leur coût de formation est inférieur de 20 à 30% à celui d'établissements publics comparables. Pourtant, ces établissements ont fait des efforts, ils ont répondu à la demande du gouvernement par rapport à la loi de finances 2015 de labellisation en établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, qualification créée par la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur. Ils ont engagé ces procédures de reconnaissance et le gouvernement doit donc respecter en contrepartie ces engagements et affirmer son soutien aux ESPIG pour qu'ils aient et bénéficient d'une subvention stable et équitable. D'autant que cette année, avec la réforme de la formation professionnelle, cela provoquera une diminution importante des fonds issus de la taxe d'apprentissage, avec une baisse pouvant aller de 20 à 30%. Par conséquent, Monsieur le Ministre, quelle est la part de ces 100 millions d'euros supplémentaires qui vont être fléchés vers l'action 04 du programme 150 ? Merci Madame, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Je voulais répondre à Madame Dion que les écoles dont elle parle n'ont pas été prélevées l'année dernière au titre de leur fonds de roulement, ne le seront pas plus cette année, et que les crédits de ces écoles sont garantis par rapport à 2015 au titre du budget 2016. Les sommes qui abondent le programme 150 seront réparties selon les règles existantes aujourd'hui, plus connues sous le logiciel Sympa, qui sera tempéré cette année par la prise en compte de 2 facteurs complémentaires. Le premier, c'est la capacité d'accueil réellement mise en œuvre par les établissements universitaires. Si on peut aider un peu plus les universités qui ont fait des efforts particuliers d'accueil, celles-ci le seront. Et deuxièmement, engager un mouvement qui, sans aller jusqu'à la convergence des taux d'encadrement, ce qui nécessitera beaucoup de temps et beaucoup de moyens, mais amorce aussi un petit rééquilibrage sur un certain nombre de disciplines manifestement sous-encadrées par rapport à d'autres. Et donc, si on peut corriger grâce à ces abondements, ces différentiels de taux d'encadrement, là aussi, nous prendrons les choses en compte. Merci Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous entendons vos explications. Elles sont très largement incomplètes. Vous n'avez pas répondu aux questions posées par mes collègues sur l'enseignement supérieur privé sous contrat. Alors, évidemment, vous nous dites les établissements en question, il n'y a pas eu de prélèvement sur fonds de roulement. Évidemment, juridiquement, vous ne pourriez pas puisqu'il s'agit d'établissements privés. Néanmoins, ce qui est parfaitement factuel, c'est que ce sont des établissements privés sous contrat. Et donc, ramener à l'étudiant, ces étudiants coûtent évidemment beaucoup moins cher aux contribuables. Donc, de ce point de vue-là, c'est un bon euro investi. Et on se rend compte que la contractualisation est de moins en moins respectée. C'est-à-dire qu'en réalité, entre 2011, comme cela a été indiqué par ma collègue Virginie Duby-Muller, et aujourd'hui,
ramener à l'étudiant dans ces établissements la subvention qui était légèrement supérieure à 1 millier d'euros par étudiant et largement en deçà. Et donc, c'est une véritable question qui se pose. Et à partir de là, en fait, ce que vous ne dites pas, c'est que vous augmentez de facto la contribution nécessaire des familles pour assurer le financement des études, alors que ces familles ont des jeunes qui ont évidemment les mêmes aspirations et les mêmes besoins. Et en plus de ça, ils ont souvent fait le choix de ces établissements parce que justement, ils étaient sous contrat avec l'État. Donc on voit bien qu'il y a 2 poids et 2 mesures en fonction de la manière dont on peut effectuer l'analyse. Et en tout état de cause, vous êtes, on le voit bien, dans une logique où vous êtes en train d'asphyxier les établissements privés sous contrat. Merci. Je vais donc... Oui, Monsieur le Président de la Commission, pardon. Oui, je ne voudrais pas que les interventions de nos collègues de l'opposition constituent un brouillage à partir du moment où... Non, mais des réponses précises, le ministre a apporté des réponses précises et je ne vais pas rebondir justement pour ne pas participer à ce brouillage. Je trouve quelque part paradoxal d'entendre dire au ministre qu'il n'a pas pu prélever sur les fonds de roulement puisqu'il s'agit d'établissements privés, mais à partir du moment où il y a une dotation supplémentaire, vouloir que ça aille aux établissements privés. Laissons ça de côté, mais je ne voudrais pas que les échanges qu'on vient d'avoir autour et concernant les établissements privés sous contrat, tout à fait honorables par ailleurs, enlèvent l'essentiel. C'est-à-dire, c'est dans cette discussion budgétaire, et nous sommes un certain nombre à la suivre depuis le début, si j'ose dire, c'est pas tous les jours qu'on vote un amendement à 100 millions d'euros. Donc je voudrais qu'on retienne... Non, celui de 321 millions d'euros, c'est un transfert de crédit, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on prend, et un transfert de crédit, c'est une... bon, on prend d'un côté, on met de l'autre. Tandis que là, c'est pas un transfert de crédit, c'est 100 millions d'euros supplémentaires. Et donc, dans les discussions budgétaires, ce n'est pas tous les soirs ou même toutes les journées qu'on vote un amendement à 100 millions d'euros supplémentaires. Le ministre l'a dit, c'est un arbitrage qui favorise évidemment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de par la volonté du Président de la République et du Premier ministre. Je pense que nous pouvons collectivement nous en réjouir et je voudrais que ce soit le message qui soit donné à la nation et tout particulièrement évidemment à nos étudiants, à nos universitaires et à nos chercheurs, c'est que cette majorité a fait le choix effectivement d'apporter 100 millions d'euros supplémentaires du budget de l'État pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci Madame Genevard. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, il y a plusieurs choses qui nous surprennent. D'abord, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à l'interpellation, enfin à la question de notre collègue Virginie Duby-Muller, qui a sa pertinence. Les établissements supérieurs privés ont leur légitimité. Ce sont des organismes à but non lucratif qui remplissent une mission de service public en matière de formation dans le supérieur. Qu'ils puissent être bénéficiaires et que vous puissiez le dire d'une part de ces 100 millions n'est pas illégitime. On a l'impression que lorsqu'on évoque l'enseignement privé à quelque niveau d'enseignement que l'on se trouve, vous peinez à répondre ou à vous exprimer sur ces questions comme si c'était quelque part illégitime. Ça ne l'est pas. Alors ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La seconde, c'est que, comme l'a dit monsieur le rapporteur, effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on vote un amendement à 100 millions, mais précisément, nous sommes tout de même un peu interloqués par le fait que cet engagement financier, en effet considérable, apparaisse au détour d'un amendement. C'est tout de même un peu étrange. De surcroît, on peut s'interroger également sur le fait qu'en 2015, on retire 100 millions, en 2016, on inscrit 100 millions, enfin on l'inscrit, on l'ajoute par amendement. On aurait pu imaginer que cet engagement considérable fasse partie de l'engagement initial, du bleu budgétaire. Merci Monsieur Prémat. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je rebondis sur ce que disait le Président Patrick Bloche. C'est vrai que c'est quand même un
un investissement considérable, une très bonne nouvelle d'avoir 100 millions d'euros supplémentaires sur la vie étudiante. Ça va dans le sens de ce que vous disiez la semaine dernière. Vous nous avez repris quand on a parlé de massification des publics, on était plusieurs à l'avoir dit, et vous avez dit non, démocratisation universitaire. C'est quand même ce que fait ce gouvernement sur l'attractivité de l'enseignement supérieur depuis quelques années. Il faut reconnaître aussi qu'on a l'attractivité internationale, avec aussi l'ouverture aux étudiants étrangers. Je trouve que cette vie étudiante, non seulement il y a ces 100 millions d'euros, il y a aussi les emplois qui vont être constitués pour préparer le futur. Alors je trouve que cette discussion qui vient sur la question des établissements privés sous contrat, dont on a eu d'ailleurs, c'est un certain nombre d'entre nous, des nouvelles aujourd'hui, qui se sont alarmés par rapport à la disparition d'une soi-disant dotation. Je trouve qu'on recentre le débat sur la vie étudiante et qu'on n'utilise pas des mots extrêmes pour qualifier cet effort, qu'on le reconnaisse au moins. Merci, monsieur Hetzel. Et puis, je crois qu'on passera au vote. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le président Bloch. Parce qu'effectivement, on est dans une situation où on parle de 100 millions d'euros, mais je reprends la fin de l'exposé sommaire et vous verrez que votre argumentation tombe assez facilement. Il est dit, le présent amendement majore donc de 100 millions d'euros les crédits du programme 150. L'impact sur la norme de dépenses de cette dépense supplémentaire sera intégralement compensé par le gouvernement dans la suite de la discussion parlementaire du projet de loi de finances pour 2016. Donc, effectivement, on donne à Paul et on prend à Jacques. Et donc, ce que nous ne savons pas d'ailleurs, effectivement, c'est où est-ce que ces 100 millions seront-ils pris par ailleurs, puisque on nous indique clairement qu'il y a un mécanisme de compensation. Vous voyez que cette discussion mériterait d'être approfondie et nous n'avons hélas pas les réponses qu'il est d'habitude, d'usage d'obtenir en pareille discussion. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 50, qui, je le rappelle, est un amendement du gouvernement avec avis favorable de la commission. Qui est pour cet amendement? Merci. Qui est contre? L'amendement est adopté. Madame Attard, vous avez un amendement 77. Merci de bien vouloir le présenter. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, au moment de la réforme du crédit impôt recherche en 2008, le gouvernement avait annoncé à ce moment-là que ce crédit d'impôt coûterait à l'État 2,7 milliards d'euros. Or, le gouvernement actuel anticipe que cette dépense fiscale sera de 5,51 milliards pour 2016. Et la Cour des comptes estime qu'à terme, elle sera d'environ 7 milliards. Donc nous souhaitions simplement limiter cette augmentation et non supprimer le crédit impôt recherche, donc limiter cette augmentation. Et la Cour faisait une série de recommandations qui avaient pour objectif de ramener cette dépense au niveau initialement annoncé. Donc le groupe écologiste a traduit certaines de ces recommandations en amendement au projet de loi de finances. Et nous proposons aujourd'hui d'allouer l'argent ainsi économisé aux formations supérieures et à la recherche universitaire, financées dans le cadre du programme 150. Cela permettrait ainsi de mettre en place une véritable politique de titularisation et d'embauche, de résoudre la crise liée au GVT, d'allouer des crédits à la réussite des étudiants et d'améliorer les conditions de travail des employés, chercheurs et étudiants. Par conséquent, ces 2,14 milliards d'euros sont prélevés au programme 172 en ciblant, et c'est important, sur les montants qui correspondent à la dépense fiscale du crédit impôt recherche en faveur de la recherche et attribués aux actions 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15 et 17 du programme 150, formation supérieure et recherche universitaire. Vous disiez que 100 millions d'euros, chers collègues, c'était difficile à voter en amendement. Là, je vous en propose 2 milliards, donc je ne sais pas quelle sera votre réaction. Mais en tout cas, sachez qu'à crise grave de l'enseignement supérieur, amendement grave et somme grave. Merci. Merci, madame. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement 77, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, je comprends votre raisonnement, mais je ne partage pas votre mode opératoire. Car dans votre amendement, vous prenez au chapitre 172 qui finance la recherche publique, c'est-à-dire le CNRS, l'INSERM, etc., pour abonder le chapitre 150. Donc ça me paraît délicat et ça va à l'encontre de ce que vous souhaitez, je suppose. Quant au crédit impôt recherche, je vous rappelle que c'est une dépense fiscale. Alors, on peut en débattre, on y a travaillé sur ce crédit impôt recherche qui est destiné aux entreprises. Je pense que dans la période actuelle, on ne doit pas déstabiliser le mécanisme par rapport aux entreprises. Mais là, sur l'amendement précis, moi, je ne peux pas vous donner un avis favorable pour que les crédits du CNRS, de l'INSERM
etc., baisse à travers cet amendement. Donc, avis défavorable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement? Strictement le même que Monsieur le rapporteur. Si je disais au CNRS et autres organismes qu'on leur prenait 2,14 milliards d'euros, je ne suis pas certain qu'ils seraient convaincus de la pertinence de cette démarche. Madame Attard. Oui, la réflexion de la Cour des comptes ne tombe pas du ciel. Elle est étayée. Elle complète également de nombreuses réflexions qui ne sont pas, certes, sur les bancs de cet hémicycle aujourd'hui, mais qui pourtant étaient d'actualité avant mai 2012 pour le candidat François Hollande, qui avait proposé de revoir, de remettre à plat le crédit impôt recherche. Si j'ai dit tout à l'heure que nous ne proposions évidemment pas la suppression, c'est pour ne pas rentrer dans une caricature de nos propos, mais bien d'avoir une réflexion que, je suis désolée de vous dire, cher collègue Alain Claes, je ne me souviens pas que nous ayons pu l'avoir il y a 2 semaines. Nous en avons, à chaque fois que notre groupe ou que le groupe GDR a essayé d'évoquer le crédit impôt recherche, on nous a répondu « on n'y touche pas ». Donc personnellement, ce n'est pas tout à fait de cette façon-là que je considère le débat ouvert, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Et ce que je voulais dire, c'est que certes, je dépose le même amendement chaque année, tout simplement parce que la crise de l'enseignement supérieur et la recherche ne se résout pas chaque année. Merci Madame. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente. Un mot sur le crédit impôt recherche. Nous avons eu ce débat dans la législature précédente. Un rapport a été réalisé, effectivement, vous avez raison, par la Cour des comptes, mais un rapport a été réalisé aussi par la mission d'évaluation et de contrôle sur le crédit impôt recherche. C'est vrai qu'aujourd'hui, le crédit impôt recherche, la dépense budgétaire augmente beaucoup plus rapidement que ce qui avait été prévu. Et les chiffres que vous évoquez ne sont pas faux. Simplement, ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, ce n'est pas à travers cette dépense fiscale que vous abondez le programme 150, mais c'est à travers les crédits que vous prenez aux organismes publics de recherche. Quant au crédit impôt recherche, je vous signale que dans la précédente législature, il y a eu un amendement adopté à l'unanimité de la Commission des finances et qui avait été rejeté dans le cadre du débat de la loi de finances, ici, par une mobilisation extraordinaire d'un certain nombre de députés par rapport à cet amendement. Mon opinion, aujourd'hui, je vous la rappelle, en tant que rapporteur, c'est que le dispositif fonctionne bien. Est-ce que la croissance de ce crédit impôt recherche peut poser à terme un problème? Il faudra en débattre, mais je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui déstabiliser ce crédit impôt recherche. C'est un signal quand même important à un moment où on veut que les entreprises privées développent leur recherche, embauchent des docteurs. Je crois que ce qui est important, c'est de le contrôler, l'utilisation de ce crédit impôt recherche. Merci. Alors, Monsieur Borgel, Monsieur Gagnère ont demandé en même temps la parole. Monsieur Gagnère d'abord. Monsieur Borgel, bon, comme vous voulez. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois que c'est le bon sens que de ne pas vouloir déstabiliser le crédit impôt recherche, mais notre collègue indiquait qu'à chaque fois que le débat est venu dans cet hémicycle depuis le début de ce quinquennat, il avait été répondu on n'y touche pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il a été renforcé à l'occasion de la dernière discussion budgétaire, le crédit impôt recherche en cas d'embauche des docteurs. Et on avait même, si ma mémoire est bonne, doublé l'avantage en direction des entreprises qui embauchaient des docteurs. Je pense que l'une des choses qu'on aurait pu faire dans cette discussion budgétaire, ce n'est pas le sujet de la séance de ce soir, c'était celle du débat du PLF, aurait été de renforcer plus encore l'avantage pour les entreprises qui embauchent des docteurs, parce que là, on aurait fait œuvre utile pour l'avenir de nos docteurs. On leur aurait envoyé un signal, je pense en particulier à nos docteurs scientifiques, et je pense que c'est quelque chose qui doit rester dans la suite de notre débat budgétaire, que de vouloir continuer dans la voie ouverte l'année dernière et de renforcer cet élément-là. On avait eu ce débat au moment de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Je vois mon collègue Hetzel, on l'avait porté sur tous les bancs de cette Assemblée. Et là, il y aurait
un élément par ailleurs extrêmement fort pour le développement de la recherche dans nos entreprises privées. Mais vouloir déstabiliser globalement ce dispositif me paraîtrait un très mauvais signal pour la recherche privée, mais aussi pour la recherche publique, tant aujourd'hui, les relations, les antagonismes entre les deux ont tendance à se dépasser. Merci, Monsieur Gagnère. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, moi je me souviens très bien de cet épisode de l'ancienne mandature, puisqu'effectivement, il y avait eu unanimité de la Commission des finances et unanimité de la Commission des affaires économiques contre l'amendement de la Commission des finances. Nous n'étions pas très nombreux à avoir fait le coup de poing en soirée, parce que, évidemment, on ne peut pas isoler la question du crédit impôt recherche de tout le contexte économique. Et les entreprises de notre pays doivent se démarquer des autres, évidemment par la compétitivité coût, mais aussi parce qu'elles vont être plus innovantes, elles vont être plus créatives. Et le crédit impôt recherche a été un formidable moyen d'accélérer les choses. C'est ce qui fait que la France est attractive et ça serait un contre-signal très fort. Alors, il peut y avoir, ou il pourrait y avoir à la marge, un certain nombre d'optimisations. Mais c'est dans tous les systèmes qu'il existe de l'optimisation et pas spécifiquement sur celui-ci, qui est très contrôlé. D'ailleurs, ceux qui bénéficient du crédit impôt recherche se sont longtemps plaints des contrôles fiscaux à répétition qui pouvaient y avoir, parce que c'est pas forcément facile de qualifier l'innovation et ce que l'on fait dans les entreprises. Alors, évidemment, il y a des inflexions qui ont été données avec l'emploi des docteurs. Ça ne concerne pas que les docteurs, ça concerne aussi beaucoup d'ingénieurs. Et donc, il ne faudrait pas qu'à l'occasion, au détour d'un amendement comme celui-ci, on remette en cause quelque chose qui a fait ses preuves, même si financièrement et budgétairement ça coûte cher. C'est pas le moment de lâcher prise, parce que je crois que tous les marchés que l'on gagne sur l'international, on le doit aussi aux entreprises innovantes, y compris les grands groupes qui ont besoin de ce crédit impôt recherche dans tous les domaines où la France est vraiment pertinente. Merci. Je vais donc mettre au vote cet amendement 77 qui, je le rappelle, fait l'objet d'un avis défavorable tant de la Commission que du Gouvernement. Qui est pour cet amendement? Merci. Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je vais donc maintenant, mes chers collègues, mettre aux voix les crédits de la mission Recherche et Enseignement supérieur ainsi amendés. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Ils sont adoptés. Nous avons un article additionnel